Il est temps de parler Getwork, Stratum V1 et Stratum V2 en détail. Getwork est un protocole qui peut être considéré comme le grand-père des protocoles de minage. Développé au début de la blockchain Bitcoin, il était l'un des premiers moyens permettant aux mineurs individuels de collaborer avec des pools de minage pour résoudre des blocs et valider des transactions. Stratum est apparu comme une réponse à ces besoins, offrant une suite de méthodes de communication plus efficaces et plus rapides que son prédécesseur Getwork. L'une des améliorations les plus notables de Stratum V1 réside dans la façon dont il gère la communication entre les mineurs et les pools de minage. Au lieu de demander constamment de nouveaux travaux, comme dans le modèle Getwork, ce qui génère beaucoup de trafic réseau, Stratum V1 utilise une connexion persistante pour envoyer et recevoir des données. Cela réduit considérablement la latence et le volume de données échangées. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Pirater la blockchain. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le cœur des mécanismes qui font tourner les blockchains, le Proof of Work, POW, ou le Proof of Stake, POS. Nous avons déjà exploré en détail le Proof of Work dans nos précédents épisodes, mais aujourd'hui, nous allons mettre un coup de projecteur sur le Proof of Stake et le comparer au Proof of Work. J'espère juste que ce ne sera pas aussi complexe que de résoudre un bloc de Bitcoin en moins de 10 minutes. Le Proof of Work, comme nous le savons, est le mécanisme de consensus historique de la blockchain, utilisé notamment par Bitcoin. Il repose sur la résolution des problèmes mathématiques complexes pour valider les transactions et créer de nouveaux blocs. Mais avec le temps, ses limites, notamment en termes de consommation énergétique et d'échelle, sont devenues évidentes. C'est vrai, l'énergie nécessaire pour miner ces blocs pourrait alimenter des pays. Alors, le Proof of Stake est-il la solution à nos problèmes énergétiques? C'est une bonne question. Le Proof of Stake est apparu comme une alternative plus économe en énergie que le Proof of Work. Au lieu de compter sur la puissance de calcul pour valider les transactions et forger de nouveaux blocs, le Proof of Stake utilise un processus de sélection aléatoire pondéré par la quantité de monnaie détenue par un participant. Cela signifie que plus vous détenez de monnaie, plus vous avez de chances de valider un bloc et de recevoir la récompense associée. Donc en gros, au lieu de miner, on stack nos tokens? Exactement, Gontran. Cette méthode change radicalement la manière dont les blocs sont créés et sécurisés. Dans cet épisode, nous allons examiner en détail comment fonctionne le Proof of Stake, ses avantages et ses défis, ainsi que la manière dont il est implémenté dans différentes blockchains comme Ethereum, Tezos, Cardano et EOS par exemple. Avant de plonger dans le vif du sujet du Proof of Stake, faisons un rapide récapitulatif du Proof of Work, le mécanisme que nous avons déjà exploré en profondeur dans nos précédents épisodes. Ah, le bon vieux Proof of Work, où il faut résoudre des énigmes mathématiques dignes d'un champion d'échecs sous stéroïdes. Aïe aïe aïe. Le Proof of Work repose sur une compétition entre mineurs pour résoudre des problèmes cryptographiques complexes, comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos. Le premier à trouver une solution valide un nouveau bloc et il est récompensé en crypto-monnaie, le reward block plus les transact fees. C'est ce processus qui sécurise la blockchain et empêche les double expense. Et pour ça, il faut une quantité astronomique d'énergie, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que le minage de Bitcoin consommait plus d'électricité que certains pays entiers. C'est effectivement une des principales critiques du Proof of Work. La course à la puissance de calcul a entraîné une consommation énergétique énorme, posant des questions environnementales et de durabilité. C'est pour ces raisons, entre autres, que des alternatives comme le Proof of Stake ont gagné en popularité. Je comprends mieux maintenant pourquoi on cherche des alternatives. Moins de consommation, moins de compétition acharnée, ça semble être une bonne direction. Oui et non. Le Proof of Work a des qualités et des défauts, tout comme le Proof of Stake, qui n'est pas parfait non plus. Mais nous y reviendrons plus tard. Concentrons-nous sur le Proof of Stake. Donc, si je comprends bien, on parle de valider des blocs avec le Proof of Stake? Exactement, Gontran. Dans le Proof of Stake, au lieu de résoudre des problèmes mathématiques complexes, les participants, souvent appelés valideurs, dans le Tezos par exemple, ils sont appelés les bakers, mais c'est le même principe. Dans tous les cas, ils sont choisis pour créer un nouveau bloc. Et ce choix dépend en partie du nombre de pièces qu'ils détiennent et gèlent ou stackent. Intéressant. Cela signifie donc que plus tu
détiens de monnaie, plus tu as du pouvoir dans le réseau. Cela ne risque pas de favoriser les plus riches? C'est effectivement un débat important dans le monde de la blockchain. Le Proof of Stake vise à être plus économe en énergie et plus rapide que le Proof of Work, mais il soulève des questions de centralisation et de sécurité. L'idée est de motiver les détenteurs de monnaie à agir dans l'intérêt du réseau, car compromettre la sécurité ou la stabilité du réseau pourrait diminuer la valeur de leur stack. Cela semble une approche plus économique, mais pourquoi tu dis que ça met en doute la sécurité et la décentralisation du réseau? On y vient. Le fonctionnement du Proof of Stake peut sembler complexe à première vue, mais il repose sur des principes clés assez simples. Le cœur du Proof of Stake est le processus de sélection des valideurs pour créer des blocs et valider les transactions. Alors, comment est-ce qu'un validateur est choisi? Est-ce juste une question de qui a le plus gros portefeuille? Pas tout à fait. Bien que la quantité de jetons stackés soit un facteur, la plupart des systèmes Proof of Stake utilisent un mécanisme aléatoire pour sélectionner les valideurs. Cela réduit les risques de centralisation. En gelant une certaine quantité de monnaie, les valideurs montrent leur engagement envers le réseau. Je vois. Et je suppose que c'est un peu comme un dépôt de garantie qui les motive à bien se comporter, sinon ils risquent de perdre leur mise. Et en plus de la sélection aléatoire, il y a souvent des mécanismes pour assurer la rotation régulière des valideurs, afin d'éviter que les mêmes personnes soient toujours en charge de la validation des blocs. Cela semble plus équitable, mais comment le réseau garantit-il que ces validateurs agissent dans l'intérêt de tous? Et en passant, t'as pas répondu ou assenti à ma précédente affirmation. Bonne question et laisse-moi finir. Le Proof of Stake inclut des mécanismes de pénalisation. Si un valideur agit de manière malveillante ou ne remplit pas correctement son rôle, une partie de sa mise peut être brûlée ou perdue. Cela crée, comme tu le préconisais, un système de récompenses et de sanctions qui encourage les valideurs à maintenir l'intégrité du réseau. Ah ah! Je m'en doutais! Un système de carottes et de bâtons, en quelque sorte. Et qu'en est-il de la création des nouveaux blocs et de la validation des transactions? Dans le Proof of Stake, une fois qu'un valideur est choisi, il vérifie les transactions et crée un nouveau bloc. Les autres valideurs peuvent ensuite valider ce bloc. Si le bloc est accepté, le valideur reçoit une récompense, souvent sous forme de frais de transaction ou de nouvelles pièces émises par le réseau. Cela semble être un système plus élégant et moins gourmand en énergie que le Proof of Work. Alors, comparons le Proof of Work et le Proof of Stake sans prendre parti, en examinant leurs caractéristiques techniques. Parlons d'abord de la consommation d'énergie, comme tu sembles t'y intéresser. Ben, c'est pas un secret. On en parle depuis le début. Le Proof of Work est souvent critiqué pour son utilisation intensive d'énergie. Disclaimer fantaisiste et énergétique. Attention, chers lecteurs et auditeurs, ce qui suit n'est pas un complot ourdi par les grands magnats de l'énergie pour vous inciter à allumer toutes les lumières de la maison et à miner du Bitcoin jusqu'à épuisement de votre fournisseur d'électricité. Non, nous sommes ici pour jeter un œil objectif, éclairé, mais pas trop, économisons l'électricité, n'est-ce pas, sur le sujet du jour. Promis, aucune incitation déguisée à transformer votre salon en ferme de minage ou à adopter le Proof of Work comme nouvelle philosophie de vie. Nous allons simplement mettre les choses en contexte, peser le pour et le contre, sans tomber dans l'extrême. Alors, asseyez-vous confortablement, sans laisser votre ordinateur en mode veille trop longtemps, et préparons-nous à une discussion bien alimentée, mais toujours dans la modération énergétique. Fin du disclaimer électrisant. C'est vrai, mais il est important de mettre cela en contexte. Bien que le Proof of Work, comme dans le cas du Bitcoin, consomme une quantité significative d'énergie, il convient de le comparer à d'autres systèmes financiers traditionnels. Les infrastructures bancaires globales, par exemple avec leurs succursales, le transport de leurs employés, le transport de leur argent et les centres de données peuvent consommer beaucoup plus. De plus, l'industrie de la crypto-monnaie s'oriente de plus en plus vers l'utilisation d'énergie renouvelable, cherchant à minimiser son empreinte écologique. Tous les banques du monde, avec tous leurs succursales, le transport de leurs employés au travail, les salles remplies de serveurs, etc., consomment, à la dernière estimation, le triple de ce que le Bitcoin consomme. De plus, il y a beaucoup de banques qui sont reliées à des centrales électriques au charbon. Les volontés médiatiques veulent toujours créer le buzz et enfoncer le clou le plus profond possible sans vraiment réfléchir. Mais le monde de la crypto a une grande qualité. Toujours s'améliorer et chercher
à être meilleure. C'est effectivement une perspective intéressante. Donc, la question énergétique est plus nuancée que ce que l'on pourrait souvent entendre. Exactement. Et ce, sans parler du fait que la valeur de l'énergie consommée pour la création d'un bloc de Bitcoin participe à sa valeur et fait d'elle une réelle valeur beaucoup plus tangible. Maintenant, en termes de sécurité, Proof of Work a une longue histoire de robustesse, principalement grâce à la difficulté de contrôler une majorité de la puissance de calcul du réseau. Le Proof of Stake, d'un autre côté, apporte un risque différent, comme le problème du rien en jeu. Cependant, des mécanismes sont en place dans le système de Proof of Stake pour décourager le comportement malveillant. Et la décentralisation, elle? Le Proof of Work favorise la décentralisation grâce à sa compétition ouverte pour la résolution de problèmes cryptographiques. Le Proof of Stake, bien qu'il puisse conduire à une certaine centralisation en raison de la concentration de monnaie, tente de contrebalancer cela par des politiques de sélection et de rotation des validateurs. Donc, chaque système a ses propres avantages et inconvénients, et aucun n'est parfait. Le choix entre le Proof of Work et le Proof of Stake dépend des priorités et des valeurs de chaque réseau blockchain. Tout à fait, mais surtout de son apport technologique. Pour moi, le nerf de la guerre dans le monde de la blockchain est l'innovation et la créativité. Examinons maintenant comment différentes blockchains ont adopté et adapté le Proof of Stake. En commençant par Ethereum, qui a migré du Proof of Work au Proof of Stake avec son évolution vers Ethereum 2.0. Ethereum, le géant des smart contracts, a donc abandonné le Proof of Work. C'est un gros changement, non? Absolument. Cette transition vers le Proof of Stake vise à réduire la consommation d'énergie d'Ethereum et à augmenter sa scalabilité. Dans leur implémentation du Proof of Stake, les valideurs sont choisis en fonction de leur stake et d'autres facteurs pour proposer et valider des blocs, ce qui réduit considérablement l'énergie nécessaire comparée au Proof of Work. Et qu'en est-il des autres comme Tezos? Tezos utilise une variante unique du Proof of Stake appelée le baking, où les détenteurs de tokens peuvent participer à la validation de blocs soit directement, soit en déléguant leurs tokens à d'autres bakers. Cela crée un réseau plus démocratique où plus de participants ont la chance de contribuer au processus de validation. Ça a l'air plus participatif. Et Cardano, lui? Cardano utilise l'Ouroboros, un protocole Proof of Stake qui se distingue par son approche fondée sur la recherche et son orientation académique. Il se concentre sur la sécurité et la durabilité, tout en offrant une approche équilibrée pour la validation des transactions et la création de nouveaux blocs. Impressionnant. Et iOS? iOS adopte une approche de POS délégué, où les détenteurs de tokens élisent des producteurs de blocs qui sont responsables de la validation ou de la création des blocs. Cela permet une certaine centralisation opérationnelle tout en maintenant l'aspect démocratique de l'élection des producteurs de blocs. Cela ressemble presque à une forme de gouvernance démocratique appliquée à la blockchain. C'est une bonne analogie. Chaque blockchain que nous avons examiné aujourd'hui, Ethereum, Tezos, Cardano, iOS, a sa propre interprétation unique du Proof of Stake. Chacune avec ses avantages, ses défis et ses mécanismes spécifiques pour encourager la participation, la sécurité et la décentralisation. Il semble que le choix du Proof of Stake n'est pas une décision unique. Chaque réseau adapte le concept pour répondre à ses besoins spécifiques. Absolument. Cela montre la flexibilité et l'adaptabilité du Proof of Stake. Alors que le domaine de la blockchain continue d'évoluer, il sera fascinant de voir comment ces différentes implémentations se développent et quelles nouvelles innovations elles apportent. Je suis impressionné par la diversité des approches. La blockchain est décidément un domaine en constante évolution. Abordons maintenant deux préoccupations majeures concernant le Proof of Stake, la sécurité et la décentralisation. Le Proof of Stake introduit des défis uniques par rapport au Proof of Work en termes de sécurité. Un des risques est le fameux problème du rien en jeu. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, rien en jeu? Contrairement au Proof of Work, où miner sur la mauvaise chaîne coûte de l'énergie et donc de l'argent, dans le Proof of Stake, un valideur pourrait théoriquement soutenir plusieurs forks sans grand risque financier. Pour contrer cela, le système Proof of Stake inclut des mécanismes de pénalité où les valideurs peuvent perdre une partie de leur mise s'ils agissent de manière malveillante.
Et encore une fois, pour la décentralisation, ça donne quoi? Le Proof of Stake peut conduire à une certaine concentration du pouvoir dans les mains de ceux qui possèdent déjà d'importantes quantités de monnaie. C'est une préoccupation centrale en manière de décentralisation dans le système du Proof of Stake. Cependant, de nombreuses blockchains Proof of Stake tentent de remédier à cette situation en mettant en place des mécanismes qui encouragent la distribution plus large de la participation et du pouvoir de validation. Donc, il s'agit de trouver le juste équilibre entre sécuriser le réseau et maintenir une distribution équitable du pouvoir. Précisément, le défi est de créer un système où les incitations pour les grands détenteurs de monnaie sont équilibrées par des opportunités pour les petits détenteurs de participer activement au réseau. Cela peut inclure des récompenses proportionnelles, des mécanismes de délégation ou même des algorithmes de sélection des valideurs qui favorisent une rotation équitable. Regardons maintenant vers l'avenir et les solutions possibles du Proof of Stake. Le monde de la blockchain est en constante évolution et le Proof of Stake n'est pas une exception. Des innovations continues sont attendues pour améliorer la sécurité, la décentralisation et l'efficacité. Penses-tu que le Proof of Stake sera la norme à l'avenir pour les blockchains? C'est une possibilité, Gontran, surtout à mesure que les questions environnementales et de scalabilité deviennent plus pressantes. Cependant, il est également probable que nous verrons une coexistence de plusieurs mécanismes de consensus, chacun répondant à des besoins différents. Le Proof of Stake pourrait dominer dans certains domaines, tandis que le Proof of Work ou d'autres mécanismes pourraient rester pertinents dans d'autres. Qu'en est-il des améliorations techniques? Y a-t-il des innovations spécifiques que nous pouvons attendre? Nous pouvons nous attendre à voir des développements en termes d'algorithmes de sélection des validateurs, des mécanismes de pénalisation plus sophistiqués ou peut-être même de nouvelles approches qui n'ont pas encore été imaginées. Le champ de la blockchain est jeune et dynamique et le Proof of Stake est au cœur des nombreuses recherches et innovations. Ça promet d'être une aventure passionnante. J'ai hâte de voir comment tout cela va se développer. Moi, ce que j'ai hâte de vous présenter, c'est ce qu'il y a vraiment sous le capot. Dans les prochains épisodes, nous regarderons de façon technique comment les blocs d'Ethereum sont validés et quel processus les serveurs de validation doivent effectuer pour avoir le droit à ces rétributions. Par la suite, dans d'autres épisodes, nous étudierons les autres blockchains du Proof of Stake afin de passer en revue toutes les différences importantes et leur compréhension profonde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker à l'aide du petit pouce, qu'il soit bleu ou noir, ou même de la petite flamme, et ce, peu importe sur quelle plateforme vous me suivez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et sélectionnez l'option toutes pour ne pas rater nos prochains épisodes. Pourquoi pas partager cette vidéo avec celles et ceux qui pourraient être intéressés. Bonne journée.